Merci à l'école de formation professionnelle à l'hypnose, mon partenaire sur cette vidéo, qui vous propose un cours gratuit de 30 minutes pour découvrir comment devenir un hypnothérapeute professionnel et qui vit de son activité. Trop souvent, les hypnothérapeutes ne sont formés qu'à reproduire des techniques sans trop se poser de questions, reproduisant pour une problématique spécifique une technique spécifique. C'est ce que l'on appelle l'hypnose moderne, une hypnose qui se concentre sur les techniques et les protocoles. L'école de formation professionnelle à l'hypnose, avec Thibaut Goutier, propose une approche différente, dite gestaltiste, qui cherche à redonner à l'hypnose son sens humaniste. En effet, l'enjeu est de reconnecter l'hypnothérapeute à son rôle d'accompagnant, loin d'une machine à mettre en transe ou d'une machine à exécuter des techniques. Plus que la technique hypnotique, c'est l'accompagnement qui compte et la relation avec l'autre. Alors si vous souhaitez vous former à cette hypnose et découvrir le programme ou tout simplement poser des questions, vous pouvez bénéficier d'un cours de 30 minutes et d'un appel gratuit à réserver via le lien disponible sous la vidéo dans la description. Et maintenant, place à l'interview. On va passer à la deuxième partie de l'interview sur la haute sensibilité. Alors justement, je vais reprendre la même question. Concernant les personnes qui ont une haute sensibilité, comment fonctionne leur cerveau? Est-ce qu'on a pu observer des choses qui diffèrent d'un cerveau plus normal, on va dire, plus général? Donc là, j'ai fait comme tout à l'heure pour le HPI, peut-être revenir juste un peu en arrière en se demandant ce que c'est que la sensibilité, puisque au niveau des études scientifiques, après, on est obligé de savoir ce qu'on va essayer de mesurer. Et c'est là qu'on rencontre un problème dans l'étude de la haute sensibilité, parce que c'est un concept qui n'existe pas vraiment sur le plan scientifique, en fait. Donc la sensibilité, tu sais que ça peut concerner les sens. Donc je peux être plus sensible à la lumière là, qui arrive, au toucher ou au niveau des sons aussi. Donc pour ce qui est de la sensibilité sensorielle, il y a des études qui montrent qu'on peut l'appréhender scientifiquement au niveau cutané. Par exemple, on peut voir la réactivité des personnes. On peut mesurer aussi l'activité dans la formation réticulée, le niveau de vigilance des personnes. Donc là, on se rend compte qu'il y a des seuils de réactivité qui vont être différents d'une personne à l'autre. Donc il y a vraiment une réalité qui fait qu'une personne va peut-être avoir besoin d'être moins stimulée pour réagir. On doit être capable d'entendre un son très ténu ou qui va être plus facilement dérangé par la lumière forte, par exemple. Donc ça, c'est une chose par rapport à la sensibilité sensorielle. En revanche, quand on rentre dans tout ce qui est sensibilité émotionnelle, là, c'est difficile à définir, parce qu'une sensation, c'est complètement différent d'une émotion. Au niveau des sciences cognitives, ça fait pas si longtemps que ça qu'on étudie les émotions. On va parler des neurosciences affectives. Et en général, on s'intéresse plus à comprendre comment ça se passe dans le cerveau de tout le monde, finalement, plus qu'à essayer de trouver des différences entre les gens. Donc, il y a peu d'études qui différencient les gens. Et ensuite, comment on mesure la sensibilité émotionnelle, en fait? De quoi on parle? Alors là, c'est une grande question. Il n'y a pas de réponse à ce jour. Dans mon livre, j'ai essayé de partir de l'observation des personnes sensibles pour voir sur le plan scientifique quelles réponses on pouvait avoir. Donc, quand on observe des personnes qui ont l'air plus sensibles sur le plan émotionnel, on s'aperçoit qu'elles disent généralement toutes les mêmes choses, qu'elles sont très attentives aux émotions des autres, donc aux aspects émotionnels de leur environnement, qu'elles vont être très empathiques, donc elles disent qu'elles ressentent aussi beaucoup les émotions des autres, et qu'elles vont souvent elles vont réagir aussi de façon plus exacerbée par rapport à ce qu'elles peuvent observer autour d'elles. Donc sur le plan scientifique, on peut se poser la question, est-ce qu'une personne qui est très sensible arrive mieux à détecter les émotions sur le visage des autres, à les nommer, à les comprendre, qu'est-ce qu'elle fait de ces émotions après aussi, donc est-ce qu'elle arrive à les réguler, à les identifier, à les utiliser dans ses actions. Donc là, on est plus dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est qu'est-ce qu'on fait des émotions qu'on capte. Donc là, il y a plus d'études là, dans l'intelligence émotionnelle que dans la sensibilité
pure et dure. Sensibilité dure, c'est marrant. Oui. Donc, tu vois, il y a toutes ces questions de sémantique, de différencier. Donc, quand on parle de sensibilité, mais en fait, sur le plan scientifique, il y a plein de sous-chapitres qui s'ouvrent et ça devient très difficile à avoir des réponses. Et il y a peu d'études. Donc, ce qu'on sait au niveau émotionnel, on le doit surtout à Helen Aron, aux États-Unis, qui a fait plusieurs études en neuroimagerie avec des personnes à sensibilité élevée. Donc, elle mesure la sensibilité élevée avec un auto-questionnaire, un questionnaire d'auto-évaluation. Et les quelques études qui ont été réalisées montrent que les personnes qui sont plus sensibles que les autres, d'après leur réponse à ce questionnaire, ont plus d'activité dans le cerveau, dans des situations émotionnelles, mais pas que aussi, même lorsqu'on leur demande de comparer deux images, par exemple, il y a plus d'activité dans les zones du cerveau qui traitent les informations de façon générale. Donc, comme si elles faisaient plus attention en fait à ce qui se passe, en fait, qu'elles observaient plus. Donc, le truc avec les études en neuroimagerie, c'est qu'on observe plus d'activité, mais on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. Après, il faut avoir des théories là-dessus. On observe donc plus d'activité dans les zones qui traitent les informations, émotionnelles ou pas. Donc, on pourrait se dire qu'une personne plus sensible, elle est effectivement plus attentive et peut-être plus réactive à son environnement globalement que d'autres. Et on a pu aussi observer que dans certaines zones qui sont concernées par l'empathie, comme l'insula, c'est une partie du cortex qui s'active quand on pense aux autres, on ressent la même chose que les autres. Cette partie-là du cerveau semble être plus active aussi chez les personnes plus sensibles. Ce qui pourrait correspondre à ce qu'elles décrivent de leur vécu, effectivement. Donc, c'est globalement ce qu'on a pu observer. Donc, on en est vraiment au début, au niveau de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des personnes plus sensibles. Donc il y a bien une différence entre, enfin, si je résume et si j'ai bien compris, il y a la sensibilité qui est un grand ensemble, et dedans il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Enfin, on peut réguler ses émotions grâce à l'intelligence émotionnelle. Pour autant, dans la sensibilité, il y a la partie émotion et il y a la partie sensibilité physique, des sens. Donc, oui, donc il y a la sensibilité, comme tu dis, avec la sensibilité sensorielle, la sensibilité émotionnelle. Donc, c'est la sensibilité, une définition de la sensibilité, c'est cette capacité à capter finalement et à être touché, à réagir à notre environnement. Donc, ça, c'est une chose, c'est la sensibilité. Et après, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait de ces informations qu'on reçoit. Et c'est là que la capacité de régulation va faire une grosse différence entre bien vivre et moins bien vivre sa sensibilité. Et la capacité de régulation, ça fait partie plus des capacités qu'on dit d'intelligence émotionnelle. La capacité à nommer, à réguler, à utiliser les émotions finalement. Donc, ça nous amène un peu à ce concept de haut potentiel émotionnel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent me consulter qui se posent la question, est-ce que je suis au potentiel émotionnel? J'ai entendu parler de ça, qui sont d'ailleurs pas très au clair sur ce que c'est, ce qui est normal parce que c'est pas très clair en fait. Et souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, elles ont une sensibilité très élevée qu'on évalue grâce à ces différents questionnaires. Il y en a un nouveau qui a été développé aussi par Nathalie Claubert, qui a été normé, qui a une approche donc, scientifique aussi de la question, qui permet d'évaluer la sensibilité. Donc on s'aperçoit que ces personnes ont une sensibilité élevée, mais après au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est pas forcément le cas qu'elle soit élevée en fait. Et souvent ce qui vient pêcher, c'est leur capacité de régulation. Donc une sensibilité très élevée qui leur permet d'être très sensibles aux émotions, de les capter, de les ressentir, mais après, pas forcément de les comprendre, si elles sont trop envahies par ce qui leur arrive. Et donc, c'est vraiment d'arriver à réguler qui va être clé pour elles. Est-ce qu'une personne hautement sensible est forcément sensible dans les émotions et physiquement?
Ou est-ce qu'on peut en avoir un et pas l'autre? Souvent, on trouve les 2 associés. Après, au niveau des sens, c'est pas forcément, tous les sens non plus qui sont exacerbés. Ça peut être plus, la vue que l'odorat ou, donc ça, c'est assez personnel, hein. Mais c'est vrai qu'on retrouve plus une sensibilité globale, hein, Mmh. même si les sensations, les émotions sont différentes, mais on a l'impression que c'est plutôt associé. Alors de la même manière que pour les HPI, est-ce qu'on note des caractéristiques un peu communes, hein, aux personnes qui sont très sensibles? Des difficultés aussi qu'elles rencontrent quand elles ne sont pas dans le milieu, adéquat, Mmh. on va dire? Donc les caractéristiques communes, donc pareil, si on part de ce que c'est que la sensibilité, hein, ce qu'on va retrouver, c'est cette capacité à faire attention, aux petits changements dans l'environnement. Donc ça, c'est plus au niveau, sensoriel, hein. Et ça se recoupe avec les aspects émotionnels aussi, puisqu'un petit changement, tu vois, dans ton expression faciale, hein, ça me renseigne sur ton émotion. Donc si je suis alerte et capable de détecter tous ces petits changements, ça va me donner beaucoup d'informations, au niveau sensoriel, mais aussi au niveau émotionnel, hein. Et vu qu'on est des êtres sociaux, bah, faire attention aux gens autour de nous, ça a beaucoup de sens, hein. Donc une capacité à détecter tous les détails, à être attentif à tous les détails. Hem, on trouve, très souvent cette réactivité émotionnelle, hein, qui est inhérente, je pense, à la sensibilité, puisque c'est ce qui fait partie de la définition, c'est la capacité à être touché par ce qui se passe, hein. Donc à y réagir, hein. Après l'ampleur de la réaction, c'est là qu'on peut avoir une un j'allais dire un contrôle, j'aime pas Mmh. trop ce mot, mais une façon de réguler en tout cas. Hem, on retrouve aussi souvent cette empathie qui est plus importante, et on a vu qu'il y a des corrélats au niveau des activités cérébrales. Donc l'empathie au niveau affectif, en sciences cognitives, on différencie l'empathie affective de l'empathie cognitive. Mmh. Donc l'empathie affective, c'est la capacité à ressentir ce que ressent l'autre, et on le retrouve, vraiment, en termes d'activité en miroir dans le cerveau. Si j'observe quelqu'un en train de pleurer, dans mon cerveau vont s'activer les mêmes zones que si moi-même je pleurais, en fait. Idem pour la douleur. Donc il y a beaucoup d'études sur la douleur. Si je vois quelqu'un en train de souffrir, c'est vraiment les mêmes activations dans mon cerveau que si je souffrais moi-même, avec quelques petites nuances qui font que je sais que c'est pas moi qui suis en train de souffrir, mais l'autre, hein. Donc il y a vraiment un miroir comme ça des activations. Et c'est ça qu'on appelle l'empathie affective. Donc Ça là, peut être très, très handicapant. ça peut l'être effectivement. Donc moi j'ai toujours une vision très positive, hein. Je suis peut-être très optimiste, mais de ces capacités-là, que ce soit pour le HPI ou pour la sensibilité élevée. Parce que si je perçois ce qui se passe en toi, j'ai quand même un atout hyper important dans ma relation avec toi, autant pour répondre à mes besoins, mes buts, que pour répondre à tes attentes, et pour faire que notre relation se passe bien finalement. Oui, mais là, tu utilises ton intelligence, on va dire. Donc Si on est c'est... juste une éponge et qu'on ne sait Mhm. pas trop quoi en faire et qu'on est avec des gens autour de soi qui sont, je ne sais pas, dépressifs, c'est très Oui. difficile. Donc effectivement, c'est là que va être le besoin principal de la personne sensible, hein. C'est d'arriver à réguler tout ça finalement. Et souvent, ça passe par déjà prendre conscience qu'on est sensible, hein. Donc ça, c'est la première étape, hein. Donc un peu comme pour le HPI, de passer un bilan ou un questionnaire, de poser un mot sur sa sensibilité, c'est déjà une première étape très importante souvent. Euh, Après, il s'agit de l'accepter, parce que ça, c'est encore autre chose, hein. Mm. C'est plus difficile, j'ai l'impression, d'accepter qu'on est sensible, qu'on est intelligent dans notre société, hein. Il C'est vaut mieux être vrai. intelligent que sensible. Oui, c'est pas valorisé de la même façon, tout à fait. Euh, et, euh, et une fois qu'on a accepté aussi, on peut prendre conscience de là où on a des difficultés, hein. Et souvent, donc, ça va être dans la régulation. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut agir, en fait, et aller moduler. Parce qu'avant, si on est juste dans... donc souvent, le discours, c'est ouais, je suis une éponge, c'est difficile, hein. On me dit que je suis trop, hein, trop ceci, trop de cela, trop réactive, trop sensible, bien sûr, hein.
que je pleure trop, que je ris trop, hein, et qu'on a cette image de soi, quand on est bloqué là-dedans, c'est très difficile de changer quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a pris conscience qu'on est sensible et qu'il y a d'autres gens comme nous, donc là aussi, la sensibilité, ça suit un peu cette courbe normale. Donc il y a, de nouveau, selon on place les critères, hein, mais on retrouve, d'après les études de Nathalie Claubert, hein, plutôt 25 à 30% de la population qui serait dans cette sensibilité plus élevée, en fait. Donc on n'est pas tout seul. Il y a d'autres gens qui réagissent comme nous. C'est un peu sur un continuum, hein, de nouveau. Et une fois qu'on accepte, qu'on a un regard plus bienveillant sur soi, on va pouvoir comprendre à quoi ça sert toutes ces émotions finalement. Et que le but, c'est pas de les mettre sur le côté, mais vraiment de les accueillir, de les comprendre et de les utiliser. Et c'est là qu'on devient intelligent émotionnellement, effectivement. Il y a toute une partie d'éducation par rapport aux émotions qu'on devrait avoir à l'école, en fait. Beaucoup de choses qu'on devrait avoir à l'école. Mm-hmm. Est-ce que de la même manière que pour les HPI, il peut y avoir une forme d'hétérogénéité de la sensibilité? Est-ce qu'on peut être très sensible sur quelque chose et un peu moins sur autre chose? Donc là, j'imagine que tu parles de la sensibilité émotionnelle plutôt. Oui. Donc ça pose la question de cette intensité, en fait. Est-ce qu'on va retrouver des personnes qui sont très sensibles, hein, dans le sens où elles vont capter plein de choses, être touchées, hein, mais qui ne vont pas forcément réagir de façon hyper intense. Et d'autres qui vont être dans l'intensité plus, d'autres, il va seulement avoir certaines situations qui vont les faire réagir très, 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 très fort. Donc en fait, on se rend compte que même si on a une sorte de sensibilité qui est un peu plus élevée globalement, il y a quand même certaines situations qui font réagir plus que d'autres. Et là, ça vient souvent de notre histoire personnelle, en fait. Donc après, c'est plus un travail sur soi d'aller comprendre qu'est-ce qui me fait réagir comme ça dans telle situation. Et là, c'est toute la compréhension des émotions, finalement. Parce que l'émotion, elle vient me dire qu'il se passe quelque chose d'important pour moi. Donc si c'est des émotions agréables, ça veut dire que là, il y a mes besoins qui sont nourris, la situation est chouette, j'aurais envie de reproduire tout ça, hein. Ça va me pousser à oui, reproduire ces comportements, retrouver ces personnes, etc. Par contre, si c'est des émotions désagréables, ça m'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi là dans la situation. Que ce soit la tristesse ou la colère ou la peur, hein. Donc, si je ne fais pas attention à ces émotions, je n'essaie pas de les décrypter, elles vont revenir de toute façon. Et elles vont revenir de plus en plus intensément, souvent. Et plus mon besoin est important dans la scène, dans la situation, et plus ma réaction va être importante aussi. Donc, si je suis déjà sensible à la base et qu'il y a quelque chose de vraiment important en jeu pour moi, là, c'est d'avoir une réaction vraiment très importante. Donc d'arriver à déjà accepter que ok, je suis sensible, donc ça va être plus fort que la moyenne, c'est pas grave. Déjà, ça me permet de se dire bon ben voilà, je suis là. Et puis si tout d'un coup je suis là, c'est dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc c'est aller essayer de décrypter. Et c'est en décryptant qu'on se rend compte qu'on avait tel ou tel besoin d'être aimé, d'être respecté, hein, et qu'on va avoir une façon d'agir après sur la situation. Et on se rend compte qu'une fois qu'on a compris le besoin, qu'on a fait ce qu'il fallait pour répondre à notre besoin, même si on est très sensible, on réagira moins fort la prochaine fois. Donc on va garder le bon côté de la sensibilité, dans le sens où on va être, avoir nos antennes dehors, capter plein de choses, sans que ce soit dans l'excès pour nous, après dans notre réactivité, finalement dans l'intensité. Oui, parce que j'ai vu que tu expliquais que finalement, un des outils pour vivre mieux sa sensibilité élevée et ses émotions intenses, c'était la réflexion, quelque part. Tu expliquais que dans ton cerveau, dans le cerveau, quand on est dans la réflexion, l'émotion diminue. Tout à fait. Donc ça, quand on parle de régulation, effectivement, c'est ça en fait. Sur le plan cognitif, on s'aperçoit que la régulation, ça veut dire impliquer le cortex préfrontal. Et cette implication a une action directe sur le niveau d'activité dans l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est une structure profonde dans le cerveau qui
qui réagit en fonction de l'importance de la situation pour nous. Donc, c'est vraiment au cœur du système des émotions. Donc, plus c'est important, plus j'ai peur, par exemple, plus l'amygdale plus il va avoir une activité forte au niveau de l'amygdale. Et si j'arrive à enclencher une réflexion, donc une prise de distance en général par rapport à la situation, donc ça se passe au niveau préfrontal, tout de suite, on voit que l'activité dans l'amygdale diminue. Donc même, comme je dis dans le livre, rien que de penser à cette boucle, en fait, à cette capacité qu'on a de s'auto-réguler, ça enclenche déjà cette régulation, puisqu'on est en train de sortir de la situation qui nous fait réagir et de prendre un peu de distance. Donc la plupart des stratégies de régulation, c'est des stratégies qui mettent à distance, en fait, hein. Une distance symbolique ou physique, une prise de recul, hein, de relativiser, par exemple. Ce qui n'est pas simple quand on est dans l'émotion. Exactement. Donc c'est là que souvent la première partie, c'est accepter et se comprendre, hein, qui va être très important. Parce que ça va nous permettre de se dire ok, là je réagis hyper fort, c'est normal, donc je peux baisser un petit peu et j'ai le droit de m'extraire de la situation. Je peux prendre un temps, je peux prendre du temps et pour aller faire ce qu'il faut, pour aller comprendre, etc. hein. Donc déjà là, c'est une façon de se réguler sans faire des choses très compliquées, c'est juste s'autoriser à s'isoler si on sent que c'est trop, prendre de la distance ou voilà, ne plus voir certaines personnes si effectivement elles ne nous conviennent pas. Du coup, c'est, j'imagine, important de savoir qu'on est très sensible et peut-être de le dire aussi autour de soi pour que ce soit mieux compris et peut-être mieux perçu. Parce que finalement, on a des besoins qui sont un petit peu différents d'une personne qui n'est pas très sensible. Tout à fait. Donc là, au niveau des, des besoins des personnes sensibles, on va retrouver, on a parlé de la régulation, mais aussi très souvent, il y a ce besoin de relation. Donc ça aussi, c'est ce qu'on retrouve très souvent chez les personnes sensibles, ce besoin de relations plus profondes, riches, qui soient authentiques, hein. Et on peut le relier à leurs caractéristiques, puisque si elles ont plus accès à ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, hein, si elles ont plus d'empathie, ça va déclencher souvent un élan vers les autres. C'est à ça que sert l'empathie, en fait, pour les humains, hein. On a cette empathie parce qu'on est une espèce sociale, donc ça nous donne envie d'aller vers les autres et ça nous donne un peu une certaine compréhension de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc la personne plus sensible, elle a ce besoin de relations fortes, hein, et elle va d'autant plus souffrir si la personne en face ne la comprend pas. Donc ça sera important pour elle, oui, de se comprendre, hein. Et si elle sent que la personne en face est capable de recevoir aussi cette information, de la partager avec les autres, plus sous forme de moi j'ai besoin de ça, voilà, j'ai besoin de m'isoler par moment dans un repas de famille, hein. C'est pas contre vous, hein, c'est juste que hein, Vous parlez trop fort. vous parlez trop fort. Donc ce genre de petites choses, ça peut faire une grosse différence, effectivement, hein. Et enfin, est-ce qu'on sait d'où vient, pareil, cette forte sensibilité? Est-ce qu'il y a, j'imagine, une part, pareil, génétique? Et puis le contexte aussi peut exacerber ça? Donc là, on a très peu de données, mais il semblerait effectivement qu'il y ait probablement une part génétique, hein. Au niveau des... Il y a vraiment peu d'études, hein, mais au niveau animal aussi, on retrouve dans la plupart des espèces animales des individus qui sont plus sensibles à leur environnement. Donc il y a sûrement une part génétique, il y a une utilité à être plus sensible aussi sur le plan évolutif. Ça va permettre de détecter des dangers, mais des opportunités aussi, hein, pour les humains, d'interagir à un niveau qui sera utile ou bénéfique pour soi, pour le groupe aussi. Donc il y a sûrement une part génétique. Et après, au niveau de l'environnement, ça peut être fortement influençant dans un sens comme dans l'autre, hein. Si nos parents sont aussi sensibles et vivent bien leur sensibilité, on a appris que c'était OK d'être comme ça, hein. Après, ça sera peut-être plus la rencontre avec le monde extérieur qui risque d'être compliquée, mais en tout cas, on a un lieu où on se sent en sécurité. Si dans le milieu familial, c'est pas
c'est pas OK, hein, ou dans la culture où on est, ou, le groupe, c'est pas OK d'être sensible, c'est un signe plus de faiblesse ou autre, hein. Là, ça va être difficile et il va y avoir plein de mécanismes de protection qui vont se mettre en route, hein. Comme quoi, par exemple? Alors souvent, c'est comme on dit, de se couper de ses émotions. Ce qui est paradoxal. Ce qui est paradoxal, hein. Donc ça peut aller de la personne qui se laisse quand même ressentir, hein, ce qui arrive, hein, mais qui n'exprime pas du tout. Donc on est face à quelqu'un de très sensible, mais on ne le voit pas finalement. Donc on est loin de la personne qui surréagit, et cetera, mais à l'intérieur, c'est le volcan, mais on voit rien de l'extérieur. Jusqu'à la personne qui, se coupe complètement et qui a l'impression qu'elle ressent rien du tout en fait, qui est que dans de l'intellectuel, hein. Alors qu'en fait elle est, sensible, hein, ou même voire très sensible, hein. Donc il y a vraiment différents degrés de protection finalement, hein, qui peuvent se mettre en route, hein. Et ces stratégies, ça peut durer toute la vie? On peut vivre toute sa vie, coupée de ses émotions, comme ça? Sans Oui, problème, entre guillemets? tout à fait. Alors sans problème, après ça a un coût pour l'individu. Après tout dépend de ce qui a déclenché le mécanisme de défense, hein, si on est dans du traumatisme, ou pas, ou donc là on est plus dans de la thérapie, hein, qui sera utile pour aller, déverrouiller les portes, en toute sécurité et se laisser aller à ressentir, hein. D'ailleurs la question de la régulation émotionnelle, ça se retrouve très souvent, dans les dysfonctionnements, dans les troubles psychologiques. Hem, mais la sensibilité élevée, elle peut exister sans trouble associé aussi. Donc ça, c'est une différence, hein, importante à faire, je pense. Et quels conseils, finaux, on va dire, tu pourrais donner, aux personnes qui se sentent, très sensibles et qui dans une société qui les accueille pas trop? Mmh. Hem, c'est difficile, hein, parce qu'on ne peut pas changer, toute la société, autour de nous. Donc souvent, ce qu'on peut faire à son échelle déjà, c'est, avoir conscience, comme on disait, et être bienveillant envers soi-même. Donc déjà, ça fait une grosse différence, et c'est pas toujours évident. Ça peut prendre du temps aussi, selon d'où on part, hein. Hem, Ensuite, s'autoriser à choisir son environnement, en fait, hein. Alors c'est pas toujours facile non plus, hein, on choisit pas sa famille, mais parfois c'est bénéfique de s'en éloigner. On choisit pas forcément notre lieu de travail, mais parfois ça devient vital d'en changer. Et idem pour le lieu de vie, donc c'est vraiment réanalyser ses priorités, ses besoins, et se recentrer sur soi pour voir ce qui fait sens, hein, et ce qui va permettre d'être le plus épanoui possible, hein. Et une thérapie peut peut-être aider d'ailleurs? Tout à fait. Mmh. Après, selon, thérapie ou accompagnement de divers Mmh. types, selon, Oui. s'il y a une pathologie ou pas, hein, hem, pour développer justement ces capacités de régulation, de compréhension, et après, développer son potentiel, hein. Toute la question de l'intelligence émotionnelle et de la sensibilité, bon, on en a touché 2 mots, hein, mais, bah, je pense qu'on a du mal à être intelligent émotionnellement si on n'est pas sensible. Il y en a même parfois qui disent qu'on a besoin d'être très sensible pour être très intelligent émotionnellement. Donc on a effectivement un fort potentiel quand on a une sensibilité élevée, potentiel à être intelligent émotionnellement. Et si on la couple avec des capacités de réflexion élevées aussi, on peut avoir des capacités vraiment, enfin comme des cadeaux en fait pour soi et à offrir aux autres aussi dans les relations et dans ce qu'on peut apporter. Bah, c'est encourageant. Oui. Tu as un site internet aussi qu'on peut aller voir, sur lequel il y a beaucoup d'infos, qui s'appelle? Alors c'est Synoxie. Je le noterai, oui. Où, oui, je partage des informations sur ces différents sujets, sur des personnes aussi que j'ai pu accompagner qui témoignent de l'utilité d'un test, de comment on peut se sentir après aussi, hein, et qui montrent qu'on peut bien vivre ses émotions comme son intellect, hein. Oui, parce que je rappelle, hein, tu proposes des tests, mais Ouais. aussi l'accompagnement pour ces personnes. Tout à fait. L'accompagnement sous forme d'écoute active, de coaching, d'hypnose aussi, hein.
Moi, j'aime bien faire du sur-mesure, hein, et aussi avoir plein d'outils à disposition en fonction de la demande, hein. Donc, moi, ce qui m'importe quand j'accompagne quelqu'un, c'est d'être au plus juste, hein, c'est le côté objectif juste, hein, mais surtout de répondre à la demande, en fait, de bien comprendre ce qui amène la personne et de voir comment cheminer ensemble pour qu'elle reparte avec ce qu'elle est venue chercher. Super, merci beaucoup Pascal. Merci Carole.